Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 33 du 12 mars, épisode exceptionnel. La semaine a été très compliquée, surtout au niveau des bancaires, et je suis surexposé sur les bancaires. Malgré tout, je surperforme le CAC, donc exceptionnel. On va voir ça en détail. Avant ça, recommandation d'usage, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, comme d'habitude, on commence par une présentation rapide de mon portefeuille pour les personnes les plus pressées qui ne souhaitent pas m'écouter pendant une heure, ce que je comprends largement. Par contre, avant de partir, n'oubliez pas de mettre un pouce, c'est toujours sympa, hein. Moi, je pense à vous, donc pensez à moi. Ok, et pour les moins pressés, donc on va voir comme d'habitude le fichier Excel. Alors, le fichier Excel, donc on voit cette semaine que j'ai perdu 1,40%, ce qui représente 192 euros de mon patrimoine. Donc j'en suis à plus 8,70% depuis le début de l'année. On peut le voir ici. Ah, je vais enlever ma tête. Ok. Donc comme on peut le voir sur la gauche, j'en suis à plus 8,70% depuis le début de l'année. Pardon, donc 1286 euros gagnés depuis le début de l'année. Alors, cette semaine, j'ai également rajouté 150 euros le 8 mars. Donc on voit ici que j'ai 200 euros sur le compte PEA. Donc en fait, je ne les ai pas utilisés. Je les ai placés, mais je ne les ai pas utilisés. Ok, donc c'est un petit peu brouillon. On va continuer sur ma performance. Alors, donc j'ai fait plus 8,70% depuis le début de l'année, mais le CAC, lui, il fait plus 11,54%. Donc je suis un peu moins de 3% en retard par rapport au CAC. J'ai fait mieux que le CAC cette semaine, donc je le rattrape un petit peu, même si c'est dans la baisse. Le CAC GR, il fait plus 11,70%, donc j'ai 3% de retard par rapport au CAC dividende réinvesti. Et le CAC Minus Small est à plus 8,89%. Donc je suis seulement à 0,19% du CAC Minus Small. On se rappellera que la semaine dernière, j'étais beaucoup plus loin. Donc les small ont pris cher cette semaine, hein. Ok. Sinon, depuis que j'ai commencé la bourse, j'en suis à plus 11,91%, donc plus 1710 euros depuis que j'ai commencé la bourse. Et si on divise cette somme par 4, c'est-à-dire que le nombre d'années que j'ai passé en bourse, ça me fait en moyenne 427 euros de gains chaque année. Voilà. Sachant que 2023 vient de commencer, ça va. C'est nul, hein, mais bon, c'est la période j'ai eu une période d'apprentissage très compliquée, ça coûte cher. Voilà, moi, je suis d'avis de penser qu'en bourse, on paye toujours son apprentissage. Soit on s'y prend tout seul et au début on peut perdre un peu d'argent, enfin on peut perdre de l'argent. Soit on prend une formation et là de nouveau ça nous coûte. Donc c'est un choix, voilà. Moi je m'en suis sorti tout seul. Ça a été compliqué au début et là on va voir comment ça va faire pour l'avenir. Ok. Par rapport à mes liquidités du coup, donc j'ai 4200 euros de liquidité, ce qui fait environ 20% de mon patrimoine boursier en liquidité. Ok. Et sachant qu'il me reste 500 euros à mettre cette année en liquidité, voilà, ce que j'ai pas encore fait. Ma liste de courses n'a pas changé, c'est surtout des sociétés à dividendes, plus Equasens et plus Eurofins. Voilà, donc je mets pas plus de sociétés en liste de courses, je tiens à avoir un peu plus de liberté pour pouvoir éventuellement rentrer sur de nouvelles entreprises ou renforcer certaines que j'aurais pas mis sur ma liste de courses. Ok. Alors, notamment cette semaine, j'ai fortement pensé à rentrer sur EuroAPI. En dessous de 12 euros, j'ai trouvé ça super, vers 11,50. Même à 12,50, j'aimais bien, mais à 11,50 encore plus. Et j'ai grandement hésité à me renforcer sur Société Générale, qui était tombé à 25 euros. Voilà, il me semble que 25 euros, c'était un bon prix. On va voir ça tout à l'heure. Donc sinon, par rapport à la feuille des rendements par dividende, donc rien n'a changé. J'ai fait aucun ordre cette semaine, ni achat ni vente, donc rien n'a changé. J'ai toujours environ 5% de rendement sur mon portefeuille bourse. Voilà, c'est mon objectif, je trouve ça pas mal. Ok, donc sinon, on retourne sur les portefeuilles. Donc en haut du compte titre, on voit ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le CAC a fait moins 1,73% et moi j'ai fait moins 1,40%. Donc c'est en baisse, mais je fais un peu mieux que le CAC. Donc c'est quand même pas mal, hein, sachant que je suis surexposé sur les bancaires, parce que j'en ai deux.
Euh, voilà, donc je suis agréablement surpris de voir que j'ai su performer le CAC malgré tout cette semaine. Ok, donc Total Energy a fait moins 1,64% sur la semaine, j'en suis à plus 82% pratiquement. Je vous ai sélectionné une petite news, il me semble. Poursuite de la grève jusqu'à jeudi à la raffinerie de Donge. Bon, c'est pas une grosse news, c'est juste histoire de vous dire qu'il faut continuer à suivre le truc. Euh, voilà, si les grèves s'aggravent en France, suite à la réforme des retraites, ça peut prendre de l'ampleur. Pour l'instant, ça va, mais à suivre. Ok, Total Energy, sinon, c'est dans un range actuellement entre 55 et 60 euros. Voilà, donc l'excellent Maxime nous dit que lui, il va tenter le range et acheter à 55 pour revendre à 60. Voilà, pour l'instant, je vois pas grand-chose d'autre à dire. Ça accumule légèrement quand c'est un peu bas, bon, et ça distribue quand c'est à 60 euros. Le volume reste moyen. Voilà, moi je suis confiant pour que ça reste dans ce range ou que ça en sorte par le haut. Voilà, c'est mon scénario. Et si ça descend par le bas, ça casse vers le sud. 50-52 euros sera de nouveau un support qui sera à mon avis mis à profit par beaucoup d'investisseurs. Ok. Alors, Cumulus Vape, elle a fait moins 1,46% sur la semaine. J'en suis à moins 11% depuis que je l'ai acheté. Mon PRU, il est pas bon du tout. Et j'ai pratiquement la même ligne sur le PEA. Donc, société à OCA BSA. Donc, très compliqué, hein. OCA BSA, ça veut dire que ça dilue l'actionnaire historique, nous, quoi. Jusqu'à la fin de l'année, ils vont émettre des nouvelles actions. Alors, c'est un résumé, hein, mais en gros, oui, il va y avoir des nouvelles actions qui vont être émises jusqu'à la fin de l'année. Et ce qui va diluer les actionnaires qui sont en place actuellement. Ok, donc on arrive à la fin des OCA BSA. Pour moi, d'ici cet été, ça devrait se reprendre Cumulus Vape. Pour l'instant, pour l'instant, on est au-dessus d'un support à 10 euros. On voit qu'en clôture, on n'arrive pas à passer en dessous. Là, depuis la dernière fois qu'on a clôturé en dessous, c'était le 8 février, donc il y a un peu plus d'un mois. Donc pour l'instant, les 10 euros tiennent en clôture. Et il me semble pour moi que en dessous de 10 euros, c'est pas mal pour un début de ligne. Voilà, mais c'est comme mon avis d'amateur. Et je remets ma tête. Ah, ok. Hop. Ok, à quoi vous dire à part que le support des 10 euros a l'air de très bien tenir. Ça accumule. Le RSI vient de passer en dessous de 50. Ah, ça faisait quand même quelques temps. Justement, ça faisait depuis le 8 février. Donc, est-ce qu'on peut pas tomber sur le niveau d'en dessous, là, à 9,50 et ranger entre 9,50 et 10 euros? C'est possible, hein, tout est possible. Il y a également un gap à combler à 9,26 €, donc il faut le prendre en compte. Voilà, à ces prix-là, moi je trouve ça pas dégueu, mais on peut jamais savoir si ça va pas aller plus au sud, hein, on peut jamais savoir. Ok, donc c'est la fin du compte titre, le PEA. Donc le PEA, vous voyez les chiffres en haut, c'est les mêmes que sur le compte titre, parce que moi je fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des deux, c'est mon compte bourse. Ok, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de rouge cette semaine sur le PEA, sauvé encore une fois par mes grosses positions qui sont en verte. Donc c'est pour ça que j'ai surperformé le CAC malgré les grosses baisses. On va voir ça en détail. Donc surtout Atos qui m'a sauvé cette semaine, hein, plus 5,38% sur la semaine. J'en suis à moins 6,57% depuis que je l'ai acheté. J'étais pratiquement passé en positif cette semaine. Alors j'étais pas passé en positif, hein, mais j'étais pas loin. Il y a une news. Atos confirme étudier l'offre de Kretinsky entre autres. Alors pour rappel, Kretinsky il avait proposé 0 € pour Atos, hein. Il voulait bien la reprendre, mais sans les dettes. Voilà, pour 1 € symbolique, il me semble. Donc, bah, j'espère qu'ils vont pas l'accepter, quoi. Je comprends même pas qu'ils disent qu'ils étudient l'offre. Bon, j'ai peut-être pas tout compris, hein, donc à suivre. Je vous ai également sélectionné la VAD sur Atos pour qu'on en sache un peu plus. Donc actuellement, la VAD, donc la vente à découvert sur Atos, en date du 9 mars, est à 8,16% du capital. 8,16% du capital d'Atos est détenu par des sociétés qui short Atos, qui parie sur la baisse du titre Atos. Ok, donc c'est pas cool. En plus, ça remontait légèrement entre le 8 et le 9 mars. Bon,
On se rappellera quand même qu'on était à plus de 12% il y a peu de temps. Voilà, là on est quand même descendu à 8. Je reste confiant. Pour qu'Atos performe, on attend surtout la news d'Airbus. Pour l'instant, ça tarde, ça met vraiment très longtemps. Voilà, mais Bank of America avait donné un objectif de cours entre 18 et 21 euros, je crois. Donc, ce qui peut rendre confiant, ce qui, moi, me fait rester sur le marché un peu plus. Alors, Atos, où est-ce qu'on en est? Donc, Atos, on a passé enfin une résistance qui devient la support. Donc, on l'a passé la résistance avec un gap haussier, donc super, à 14,34. Donc, on l'a passé, mais depuis, ça quand même, la tendance haussière est malmenée, on va dire. Malmenée. Donc, il est possible qu'on retourne sur les 14,34, combler ce gap. La S technique n'a pas une énorme valeur sur Atos. Pour moi, c'est surtout les news qui comptent. On va attendre la news d'Airbus. Si Airbus disent ils rentrent dessus et ils estiment Evidian à 7 milliards, bon, bah, je pense qu'on va aller aux 20-21 euros, hein. S'ils rentrent pas dessus, je pense qu'on va aller à la cave. Et moi, je pense que je vends s'ils rentrent pas. Si Airbus dit qu'il rentre pas sur Evidian, moi, je pense que je vends au marché. Voilà, je prends ma perte et je me casse. Donc, on va voir, on va voir. Et bon, on va attendre la news Airbus. On va attendre la news Airbus. Et s'ils rentrent dessus, que ça va pas à 20-21 euros, bon, moi, je vais patienter, je pense, hein. On va voir. Peut-être même que je ferai la scission. On va voir. À suivre. En tout cas, là, les primes paraissent assez hauts. Dans le sens où je conseille à personne d'acheter à ces prix-là, hein. Voilà, société de très très mauvaise qualité, Atos. On attend une news, donc c'est 50-50, 50-50. Si tu rentres dessus à ce prix-là, c'est de la spécu. Et je trouve ça un peu trop dangereux, mais je suis peut-être un peu trop prudent pour moi. Ok, Coface a fait moins 1,83% sur la semaine. J'en suis à plus 26% depuis que je l'ai acheté. Il y avait une news, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah oui, alors, il y a un article cette semaine qui est paru sur Boursorama qui récapitule les entreprises qui sont sorties de Russie, qui sont sorties à moitié ou celles qui sont pas du tout sorties. Donc, je voudrais vous faire un point avec vous et pour vous spoiler un petit peu, donc Coface n'est pas du tout sorti. Alors, donc là, ils nous disent que parmi les 82 entreprises françaises présentes sur le marché russe au début de 2022, seule une petite moitié, 46%, a d'ores et déjà plié bagage. Donc seulement 46% qui ont plié bagage, hein. Alors, donc il y en a 18 qui se sont totalement retirés. Parmi elles, entre autres, Air Liquide, Legrand, LVMH, Publicis, Sodexo, Téléperformance. Donc elles très très bien, elles risquent rien. Il y en a 20 qui ont réduit drastiquement ou suspendu leur activité. Tut, tut. Et parmi elles, donc dans le CAC 40, il y a AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Alstom, Capgemini, Dassault Systèmes, Michelin, Safran, Thales, Hermès, Kering ou L'Oréal. Donc elles sont grandement parties, mais pas totalement. Ok, et donc on arrive aux entreprises qui n'ont pas du tout, qui ne sont pas du tout sorties. Donc il y en a 26 entreprises françaises. Alors, donc, on a les noms. Donc, parmi les 26 entreprises françaises, celles qui sont au CAC 40 qui ne sont pas parties, il y a Veolia, Vinci, Worldline. Et celles qui sont SBF 120, il y a BIC, Coface, Forestia et Valeo. Voilà, donc je tenais à vous le rappeler, à vous tenir informé quand même que Coface n'est pas parti de Russie et ça peut potentiellement être un souci dans l'avenir. Voilà, on peut se faire rattraper par la patrouille peut-être à un moment, donc faudra voir, à suivre. En tout cas, c'est bien d'en être informé. Ok. Donc Coface, c'est dans un super canal haussier là depuis quelques temps, super. On se rappelle qu'il y a un super dividende à 1,52 € cette année sur Coface. Donc à ces prix-là, on est encore à plus 10% de rendement. Donc je pense que c'est pour ça que la hausse continue sur Coface. Moi, je vous déconseille de rentrer dessus à ces prix-là.
Quand le dividende sera retiré, vous risquez de vous retrouver en moins-value pendant un certain temps. Hmm, voilà. Ou alors si tu achètes à ces prix-là, vaut mieux sortir avant le dividende. Bon. Et si on va à 16 euros, effectivement, à ces prix-là, tu seras toujours en positif. Si on va à 16 euros, 16 euros moins 1,50, ça fait 14,50. Voilà, 14 euros, tu es toujours en positif. Mais ça me paraît quand même un peu cher. Voilà. Pour moi, ceux qui achètent maintenant, c'est pour vendre avant le dividende. Ok. Sinon, graphiquement, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça a bien performé jusqu'au 6 mars et depuis quand même, ça respire, ça latéralise. La bougie du vendredi, donc, elle est quand même pas mal. C'est un joli marteau avec une grande mèche basse. Le RSI est toujours au-dessus de 50, ça accumule. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc ça respire, mais c'est toujours en très très belle tendance haussière de court terme. Court terme, moyen terme. Mais là, à très court terme, même malgré cette respiration, c'est encore magnifique, c'est encore très haussier. Voilà, et d'après mon canal, on peut même aller combler le gap à 13,51 sans problème. Voilà, sans casser la tendance haussière ni ce magnifique canal. Ok, donc encore très confiant sur Coface. Malgré la grande baisse de vendredi, on n'a rien cassé. Orange a fait plus 1,21% sur la semaine. J'en suis à plus 14% depuis que je l'ai acheté. J'ai pas vu de news, je crois pas. Si, il y en a une. Ok, pardon. Alors, Orange va étendre sa connectivité mondiale avec OneWeb. Alors, je voulais en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Téléperf. Pardon, Téléperf. Ah mince, je suis pas dessus, donc j'ai oublié son nom. Euh, Bon, je suis sûr que vous avez compris et que je vais m'en souvenir avant la fin de la news. Ok. Donc OneWeb et Orange ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de distribution visant à étendre les services de connectivité en Europe, en Afrique, en Amérique latine et dans d'autres régions du monde. Donc très très bien. Alors moi je suis pas du tout fan de OneWeb et de... Hmm. Ah. Excusez-moi, je vais chercher 2 secondes le nom d'entreprise qui pour moi a racheté OneWeb, si je me trompe pas. Eutelsat, ben oui, Eutelsat, ok. Donc Eutelsat a racheté OneWeb, c'était surtout pour ça que je voulais vous sortir la news. Voilà, pour ceux qui sont sur Eutelsat, gardez espoir. Moi, j'en ai pas trop, sincèrement, moi, je suis pas du tout fan de ce secteur. Voilà, mais bon, il se passe des choses. Là, ils ont signé un contrat, il va y avoir des rentrées d'argent pour OneWeb et pour Eutelsat, du coup. Voilà, c'était surtout pour ça que je voulais vous en parler. Je pense que pour Orange, ça change pas grand-chose. Bon, un nouveau service dans leur arc. Voilà, après, il va falloir qu'ils le vendent aux clients et qu'ils rentabilisent le tout. Voilà, moi, c'est ça qui va m'intéresser. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est les chiffres. Pour moi, c'était pas une super news. C'était pour assurer les actionnaires de Telsat. Ok. Donc, Orange plus 1,21%. On ne l'a pas vu en graphique. Voilà, c'est ça que j'ai oublié. Alors, Orange. Donc, la semaine dernière, je vous disais que c'était magnifique. Ça latéralisé à plat. Au-dessus des 23,6 de Fibonacci. Donc, très très bien. On voit que ça surperforme le CAC cette semaine, hein, largement. Ça accumule, toujours en surachat, donc malheureusement, moi je déconseille d'acheter en surachat. Pour moi, il fallait acheter en dessous de 10 euros. Et là, on va se laisser porter, voir jusqu'où on peut aller. Donc passer les 10,92 dans un premier temps pour se coincer dans la résistance des 11 euros. Et passer les 11,10 € pour moi, pour essayer d'aller voir les 11,40 €. Puis les 11,80. Ok, donc moi je suis très confiant de nouveau, hein. La config est très très belle. Et en plus ça accumule. Donc super. Je dis pas prix plus bas. 10 euros. Au-dessus c'est trop cher. On se laisse porter sinon. Moi je me laisse porter. Amundi moins 3,58% sur la semaine. J'en suis à moins 0,20 depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news. Non.
Ok, donc dernière fois que j'ai fait, la semaine dernière, j'avais fait quelque chose. La semaine dernière, j'avais vendu, j'avais m'étais allégé sur Amundi. Le 2 mars, j'avais dit que je le regrettais un petit peu, euh, que je l'avais fait, c'était un arbitrage parce que je voulais pas rajouter de nouveau de l'espèce sur le compte bourse. Euh, voilà, donc pour éviter de rajouter de l'espèce, j'avais vendu, je m'étais allégé sur une partie d'Amundi. Voilà, un peu à contre-cœur. Donc on voit aujourd'hui que bah, j'ai eu de la chance, j'ai eu plus ou moins raison de le faire. Donc on a passé enfin on a passé mon prix, on est passé en dessous de mon PRU. Donc c'est pas cool, mais on a surtout passé ce petit support là qui matérialisait mon stop pour m'alléger. Donc je m'étais allégé au-dessus la semaine dernière à contre-cœur, et là on voit qu'on est passé en dessous de cette semaine. Bon, la bougie non plus de vendredi là n'est pas non plus moche moche. Ça accumule. On n'a pas fini au plus bas, loin de là. Il y a quand même une grosse mèche basse. Voilà, donc il y a le support là des 59,85, les 60 euros. Les 60 euros psychologiquement vont tenir, je pense. Ok. Donc ça accumule. Le RSI, il est très faible vendredi. Bon, ça se comprend. On a quand même cassé une résistance vendredi, c'est pas cool. Mais on a préservé le niveau des 60 euros psychologiques. Ça accumule, donc tout ça me fait penser que hmm, c'est que, c'est que temporaire et on va remonter. Voilà, c'est mon scénario. Scénario positif, hein. Moi, je suis plus ou moins positif sur les semaines à venir, malgré la grosse chute qu'on a eue cette semaine. Pas la grosse chute, la respiration qu'on a eue cette semaine. Ok. Ruby a fait moins 1,89% sur la semaine. J'en suis à plus 3 depuis que je l'ai acheté. Pas de news. Non. Ok. Alors Ruby, elle aussi, elle a cassé la moyenne mobile court terme comme à Amundi. Oui, on est descendu un peu bas, mais on n'a pas cassé grand-chose pour Ruby pour l'instant. On n'a pas cassé, on n'a rien cassé. On est toujours en belle tendance haussière. Donc, ok, il y a eu un petit coup vendredi. Le RSI est passé en dessous de 50. Il y a eu du volume moyen, donc, mais ça accumule légèrement. Donc, pour moi, en dessous de 27 euros Ruby, c'est pas mal du tout. Fondamentalement, c'est pas mal. Avec le dividende, le rendement est pas mal non plus. Moi, la dernière fois que j'avais fait quelque chose sur Ruby, je m'étais renforcé le 22 décembre, un peu en dessous de 25 euros. Donc les 25 euros, à mon avis, feront support si on va jusque-là. Donc déjà, au-dessus, il y a un gap à combler à 25-24. Et si on le casse, qu'on va encore plus bas, je pense qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus bas que 25 euros. Ok. Donc 25 euros, un bon prix pour rentrer dessus, si tu n'en as pas, je trouve. C'est que mon avis d'amateur. Ok, et il faudra passer les 26,50 en clôture pour essayer d'aller voir plus haut. ST Micro, elle a fait plus 2,11% sur la semaine. J'en suis à pratiquement plus 48% depuis que je l'ai acheté. Donc la semaine dernière, je l'avais dit que ça avait passé les 46 euros et que moi j'étais très confiant pour que ce soit un vrai signal. Alors on était où la semaine dernière? Ah non, on n'avait pas passé les 46 euros, pardon, mais ça a quand même bien performé. Ah oui, c'était mercredi, dans ma vidéo de mercredi, ça avait passé les 46 euros. Et je vous avais dit que pour moi, c'était bon signe. Voilà, RSI toujours au-dessus de 50, ça accumule. Il y a eu quand même un sacré rebond là depuis le 2 mars. Donc malgré la bougie du vendredi 10 mars, qui est vraiment pas terrible, hein, on a ouvert un grand gap baissier, je reste très confiant. Je pense que le niveau des 46, il va être passé très très prochainement. Voilà, moi je sens beaucoup de force sur STM actuellement. Donc je suis très confiant pour que ça passe les 46 et qu'on aille voir mon objectif des 50 euros. Pour rappel, mon objectif, il est peut-être un peu goinfre. Voilà, et mon avis, c'était que s'alléger à 46 euros, c'était pas con non plus. Et que viser que 50 euros pour s'alléger, c'était peut-être un peu goinfre. En bourse, les gens qui jouent la baisse gagnent de l'argent, les gens qui jouent la hausse gagnent de l'argent, les gens qui sont goinfres perdent de l'argent.
Donc voilà, donc toutes les stratégies sont bonnes en bourse, sauf celle des goinfres. Ok, donc 46 euros, j'ai dit pour moi je suis super confiant, à suivre. Reworld Media, elle a fait moins 3,17% sur la semaine, j'en suis à moins 1,34% depuis que je l'ai acheté. Donc small cap, comme je vous ai dit, les small cap ont souffert cette semaine. Donc Reworld, voilà, a souffert cette semaine. Alors, vendredi, on voit une bougie très très particulière. On a fini pratiquement au plus haut de la journée avec une énorme mèche basse. Ok, donc moi je vous avais dit hop, que c'était sorti de son range entre 5,40 et 5,80 dans cette période-là, et que malheureusement, je pense qu'on l'a réintégré là, hein, entre 5,40 et 5,80. Alors 5,40 au sud, c'est pas très propre. On peut même dire jusqu'à 5,20. Voilà, 5,20, 5,80, ça peut être un range. Moi, je la vois comme ça. Ok, il n'y a pas de news. Je comprends pas pourquoi ça baisse à ce point. Pareil sur Equasens, on verra tout à l'heure. Pour moi, à ces prix-là, je trouve que c'est vraiment pas un prix dégueu. Et je dis, alors j'ai peut-être un biais d'ancrage parce que mon PRU est à 5,59, hein. Donc là, on est en dessous de mon PRU. Donc c'est peut-être pour ça que je dis que c'est pas dégueu. Mais voilà, mon avis à moi, c'est qu'à ces prix-là, c'est pas dégueu. En dessous de 5 euros, c'est super. Voilà, pas sûr qu'on aille à 5 euros. Donc je comprends si tu commences une ligne à 5,40 ou à 5,20. Et le potentiel pour moi, c'est d'aller voir les 4,50 à la baisse. Le potentiel à la baisse, c'est d'aller voir les 4,50. Si vraiment il y a un gros truc, rechoper MM200 semaines et un autre gros support qui a bien fonctionné auparavant. Ok, donc ça c'est si ça casse les 4,80. 4,85 euros le prochain support. Et si ça les casse, pour moi le grand risque, le plus gros risque, c'est d'aller voir environ les 4,50. Ok, donc je reste très confiant sur l'avenir. Eurofins, ça fait plus 1% sur la semaine, j'en suis à moins 2% depuis que je l'ai acheté, il n'y a pas de news. Donc on se rappellera que la semaine dernière, ça a énormément chuté suite à la sortie des chiffres qui n'ont pas plu du tout aux investisseurs. Donc elle a baissé pour de bonnes raisons, mais malgré tout, on s'est retrouvé dans un super niveau à 58,60. Donc je vous parle depuis longtemps en vous disant que c'est des prix super sur Eurofins à 58,60. Donc personnellement, je m'étais renforcé la semaine dernière à 59 euros et ensuite une deuxième fois en FOMO à 62 et quelques, peut-être même 62, 70 il me semble, hein. Donc très très haut en FOMO. Et là, on voit que cette semaine, donc ça a été retouché le support des 60 euros et c'est remonté comme une balle. Donc ça accumule. Le RSI, il est en dessous de 50, ça me dérange. Et le volume moyen, mais il y a certains jours où il a été faible. Ok, donc malgré ce super rebond sur Eurofins, malgré que pour moi là on n'est pas à des prix dégueux sur Eurofins, pour moi en dessous de 70 euros Eurofins c'est pas dégueu, 58,60 c'est super, c'est bien, entre 58 et 60 euros c'est très très bien, et 50 euros, 50, entre 50 et 55 euros c'est le top du top, mais est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va y aller? Je suis pas sûr du tout. Je vous dis ça parce que là, ça n'a toujours pas passé sa moyenne mobile court terme. Donc, malgré ce grand rebond, rien n'est sauvé. Rien n'est sauvé. Pour moi, il faut au minimum passer la moyenne mobile court terme. Donc, aujourd'hui, à 63,70 €. Tant qu'on est en dessous, pour moi, c'est du bruit. On est en tendance baissière. Tendance baissière de court terme. Pardon. À moyen terme, on est plutôt neutre. À court terme, moi, voilà, depuis les chiffres, c'est plutôt baissier, hein. Ok, bon. Je pense avoir été clair, même si je suis sûr que j'ai pas été totalement clair. Ok. Crédit Agricole a fait moins 3,50% sur la semaine. J'en suis à plus 16,8%. Pardon, c'est l'habitude. Plus 16,8%. Donc Crédit Agricole, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a eu? Jeudi soir, on a eu une mauvaise news des États-Unis par rapport à une banque.
Alors la SVB, donc c'est... Comment ils disent déjà? Hmm, Silicon Valley Bank, voilà, donc on va lire vite fait. Donc Silicon Valley Bank Financial a engagé des conseillers en vue de trouver un repreneur alors que la banque américaine est confrontée à une crise de liquidité, a rapporté vendredi le chroniqueur de CNBC. La banque ne parvient pas à lever de nouveaux fonds, a-t-il ajouté. L'action SVB a été suspendue de cotation un peu plus d'une heure avant l'ouverture de Wall Street. Ok. Le titre a décroché de 60% jeudi après l'annonce par la holding de la banque Silicon Valley d'une perte de 1,8 milliard de dollars sur la vente d'un portefeuille de titres obligataires et de l'obligation de lever en urgence 2,25 milliards de dollars pour renforcer son bilan en raison des retraits de ses clients. Ok, donc très mauvaise news sur une banque américaine jeudi soir. Et du coup, tous les secteurs bancaires, je ne sais pas si c'est mondiaux, hein, mais je pense que c'est mondiaux. En tout cas, en Europe, ça a pris cher. Moi, je suis surexposé aux bancaires. J'ai Crédit Agricole et Société Générale. Donc j'ai pris cher, comme on peut le voir. Malgré tout, je reste confiant. On va voir en graphique, mais moi, je reste confiant. Je continue à jouer le rebond des bancaires avec la hausse des taux. Donc pour moi, ça n'a rien à changer. Il est possible que là, on soit au tout début d'une crise bancaire, qui soit aussi le début d'une crise boursière. On peut pas savoir. On peut pas savoir à l'avance. Pour l'instant, au vu de la news, au vu de la banque que c'est, voilà, c'est pas Bank of America, quoi. C'est une banque dont personne n'avait entendu parler avant. C'est une toute petite banque. Je pense pas que ce soit une banque systémique. Voilà, donc c'est normal que le marché ait mal réagi suite à la news. Il se peut que pour moi que ça dure encore quelques jours, le temps qu'ils se rendent compte que c'est pas une banque à taille systémique et qu'il n'y a pas de danger sur le secteur bancaire occidental. Voilà, c'est mon point de vue. Je la joue comme ça, c'est pour ça que je me suis pas du tout allégé, rien du tout. Voilà, donc on va espérer. Il y a quand même une petite chance, attention, il y a quand même une petite chance qu'on soit au tout début d'un gros problème financier, boursier, comme il y a pu y avoir en 2008, avec, c'était les mêmes termes d'ailleurs, crise de liquidité, où les banques ne se prêtaient pas entre elles parce qu'elles n'avaient pas confiance dans le bilan des autres banques. Donc ça peut toujours arriver. Voilà, moi je reste confiant, vous avez mon point de vue. Donc Crédit Agricole suite à la news a ouvert en grand gap baissier. On voit qu'on n'a pas du tout fini au plus bas de la journée. On a de nouveau un petit marteau qui a grandement accumulé. Donc du volume à la baisse, certes. Voilà, donc là on est en dehors des Bollinger. Qu'est-ce que ça va faire la semaine prochaine? Bon, moi je pense à un rebond. Je pense que c'était normal cette baisse. Il fallait comprendre ce qui se passait. Et dans le doute, je comprends qu'il n'y en ait que vendu. Voilà, mais je pense que les banques européennes sont quand même beaucoup plus solides que les banques, que les petites banques américaines. Voilà, je pense que nos gros mastodontes à nous, Crédit Agricole, Société Générale, BNP et les autres européennes, hein. En tout cas, ces trois-là, les trois françaises, je pense qu'elles sont beaucoup plus solides que Silicon Valley Bank. Voilà, donc pour moi, le risque, il n'est pas énorme. Et pour moi, là, c'est des opportunités d'achat. Voilà. Donc pour rappel, moi Crédit Agricole c'est ma ligne, c'est ma bancaire long terme. Donc j'ai un bon PRU dessus, je trouve, 9,44. Je la garde pour le long terme. Si éventuellement on passe sous mon PRU, je réfléchirai à me renforcer. Surtout si on va sur 8,20 €. Mais tant qu'on n'y va pas, bah, je me renforce pas. Il y a deux gaps à combler là, à 10,66, 10,55 et le support à 10,44. Donc ça fait trois supports à venir. Je pense pas qu'on ira aussi bas. Plutôt, je pense pas qu'on ira plus bas que 10,40. Voilà, je serais étonné, mais il se peut encore que les bancaires souffrent pendant quelques jours, le temps qu'on se rende compte que faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Toutes les banques ne se valent pas, ne se ressemblent pas, n'ont pas les mêmes façons de fonctionner, ni sur les mêmes marchés, ni les mêmes clients. Donc voilà. Ok, vous avez mon point de vue. On passe à Société Générale. Société Générale a fait moins 5,20% sur la semaine. J'en suis à moins 6,30%.
En graphique, ça donne quoi? Donc en graphique, c'est pareil, hein, on a ouvert avec un grand gap baissier. Voilà, ça fait une sorte de marteau. Donc quand même, c'est pas un marteau vert, hein, c'est un marteau rouge. Je préfère les marteaux verts. Vert, ça veut dire qu'on a fini plus haut que ce qu'on a ouvert. Et rouge, ben, on a fini plus bas que l'ouverture de la journée. Donc c'est quand même pas mal. On est loin d'avoir fini au plus bas de la journée, hein. C'est quand même un marteau, c'est quand même très joli. Euh, mais, mais voilà, c'est pas le plus beau des marteaux. Donc de nouveau, qu'est-ce que ça va faire? J'en sais rien. Ça peut encore chuter Société Générale. Il me semble qu'à 25 euros, c'était un super prix. Potentiellement, on peut descendre encore plus bas, hein, 24, 23,50 avec MM 200 jours. Bon, pour moi, on peut aller jusqu'à 23,50 max. Ce n'est que mon avis d'amateur. Et j'ai bon espoir que ça se reprenne et qu'on passe enfin les 28,02 pour aller combler les gaps sur Société Générale. Donc moi, c'est mon scénario. C'est comme ça que je le joue. Ok. Et comme à chaque fois, depuis que j'ai les deux bancaires sur trois, deux bancaires français sur trois, on regarde BNP, la seule que j'ai pas prise pour savoir si j'ai pas pris le boulet de la semaine. Donc cette semaine, le boulet, c'est BNP Paribas. Pour la deuxième semaine d'affilée, BNP Paribas est la plus mauvaise performance des bancaires françaises. Donc voilà, donc il y a eu la news de vendredi comme tout le monde. Et en plus, l'État belge, ouais, c'était l'État belge, a dit en début de semaine ou fin de semaine dernière, je ne sais plus exactement, qui comptait vendre 2,5% de leurs actions BNP BNP Paribas. Ok. Donc là, pour moi, on est sur un support à 60 euros sur BNP. La plus magnifique des bancaires, encore une fois. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus bas? Je pense que pour tomber sur 54 euros, 50, 55 euros, voilà, je serais très étonné qu'on tombe beaucoup plus bas. Et encore une fois, pour moi, à ces prix-là, ça peut être une opportunité pour du court terme, pour viser comme moi le comblement des gaps. Voilà, pas forcément à garder long terme à vie, quoi. Pas forcément à garder à vie pour le dividende. À ce prix-là, c'est pas terrible, terrible. Mais sur Crédit Agricole et sur Société Générale, il y a des gaps à combler. Et il me semble que ces prix-là sont des opportunités. BNP Paribas, il n'y a pas de gap à combler parce qu'on est très très proche des plus hauts historiques. Le gap à combler, il est à 66,41. Donc on l'a déjà comblé là par une mèche. Donc là, il faudrait le combler par un corps. Et faire de nouveaux plus hauts historiques sur BNP Paribas, hein, ça m'étonnerait pas du tout. Ah pardon, les plus hauts historiques sont à 69 euros environ. Pardon, pardon. Alors, je suis bien au début, oui, voilà. Donc les plus hauts historiques sont beaucoup plus hauts à 88 euros. Je suis pas sûr qu'on y aille tout de suite, hein, mais au moins aller à 70 euros sur BNP, une fois que cette histoire de SVB sera passée, voilà, moi je trouve ça raisonnable. C'est mon scénario. Ok. Stellantis, ça fait moins 4,43% sur la semaine. J'en suis à plus 13,50% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news? Si, il y a news. Alors, qu'est-ce que j'ai sélectionné? Stellantis étend ses capacités de production en Italie. Stellantis, Total et Mercedes lancent une usine de batterie en Italie début 2026. Ok. Stellantis, bientôt un site de production en Afrique du Sud. Bon. Donc, c'était pas des super news, c'était des petites news que je vous ai sélectionnées. C'est histoire de dire que Stellantis accroît ses parts de marché en dehors d'Europe et des États-Unis, ce que je trouve très bien. Aujourd'hui, Stellantis est bien diversifiée géographiquement, dans le sens où elle a deux pôles très importants pour elle, c'est l'Europe du Nord et, pardon, l'Amérique du Nord et l'Europe. Et voilà, ce serait bien qu'il du coup se diversifie dans les autres régions du monde pour être encore mieux diversifié géographiquement. Ok, donc Stellantis, on a des prix chers, à ces prix-là c'est un peu cher. À ces prix-là c'est un peu cher, alors c'est un peu cher. Fondamentalement c'est pas cher. Mais les entreprises automobiles peuvent rester fondamentalement pas chères pendant encore très longtemps. Il y a un nouvel acteur, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent là, avec l'arrivée des véhicules électriques, ça rebat toutes les cartes. Hum, les sociétés automobiles qu'on connaît, les généralistes qu'on connaît là depuis longtemps, Volkswagen, Mercedes, Stellantis,
Peugeot, enfin Renault, Ford et compagnie, ils avaient surtout jusqu'à présent un avantage concurrentiel à leurs concurrents, c'était sur le moteur thermique. Ça fait 100 ans que ces sociétés investissaient dans la recherche sur le moteur thermique, donc ils avaient un sacré avantage technologique par rapport aux sociétés asiatiques, on va dire. Là, avec l'arrivée de l'électrique, ce moat que les entreprises occidentales avaient, il est cassé. Il n'y a plus de moteur thermique. Aujourd'hui, c'est l'électrique qui va prendre une bonne partie, à mon avis, hein, des véhicules particuliers. Du coup, le moat des sociétés automobiles historiques saute, est en train de sauter. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent qui vont se disrupter le marché. Je vous invite à voir par exemple aux Pays-Bas, au mois de mars. Alors, depuis le début de l'année, aux Pays-Bas, la voiture la plus vendue, c'est une voiture électrique chinoise dont j'ai oublié le nom. Et donc, je pense que personne ne connaît le nom, ou alors les gros fans, quoi. Donc voilà, c'est qu'un exemple du fait que les sociétés historiques automobiles sont sur une mauvaise période. Donc c'est pour ça qu'elles peuvent rester fondamentalement très très basses encore très longtemps. Il va falloir qu'elles prouvent qu'elles gardent leur part de marché malgré la nouvelle technologie qui est demandée par les consommateurs. Ok. Ok. Donc, après avoir dit tout ça, donc les prix là sont un peu chers. Moi, je me laisse porter. On avait parlé sur la chaîne des 12,50. Potentiellement, ça revient à 15 euros. Il y aurait un sacré support. Voilà, pas sûr qu'on y retourne. Pas sûr qu'on y retourne. De nouveau un marteau sur Stellantis, de nouveau un marteau, de nouveau ça accumule. Le RSI il est plus en surachat, donc c'est très bien. Volume moyen. Donc de nouveau cette même config hein, où on ouvre en grand gap baissier vendredi, mais au final on est loin de finir au plus bas. Euh, donc c'est ce qui me fait penser que la semaine prochaine ça va rebondir et qu'il fallait acheter les creux de marché vendredi. Il fallait buy the dip vendredi, ce que j'ai pas fait, hein. Mais mon point de vue aujourd'hui, là, samedi 11 mars, c'est qu'il fallait acheter le creux de marché. Donc on va voir lundi, la semaine prochaine, ce que ça donne. Si ça performe pas, donc moi je l'ai dit 15 euros éventuellement, racheter à 15 euros, pourquoi pas. Racheter au-dessus, ça me paraît trop cher. Et sinon, on va se laisser porter en espérant aller combler le gap à 18,50 dans un premier temps. Ok, je vois pas franchement quoi dire de plus, j'en suis désolé. Cumulus Web a fait moins 1,46% sur la semaine. J'en suis à moins 17% sur la ligne de mon PEA. On l'a déjà vu tout à l'heure sur la ligne du compte titre. Donc magnifique société, mais attention, il y a encore des OCA, BSA sur le dossier. Equasens a fait moins 5,80% sur la semaine. J'en suis à plus 20% depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a plus de news. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de Reworld Media en disant qu'Equasens aussi chutait. Donc là, c'est galère, c'est chiant. Reward et Croissance pour moi sont mes deux plus belles sociétés en small cap et c'est elles qui prennent le plus cher cette semaine, sans news. J'avoue, sans news, donc je comprends pas bien. Pour rappel, moi, Equasens, je disais qu'à 75 c'était pas dégueu. En dessous de 70 c'est pas mal. Et le top du top c'est en dessous de 60, mais pas sûr qu'on y aille. Donc voilà, magnifique société, Equasens, pour l'instant c'est en baisse, c'est en baisse, il n'y a aucun signe comme quoi éventuellement on a trouvé un niveau ou quoi que ce soit. La bougie de vendredi là est une bougie d'indécision totale, grande mèche haute, grande mèche basse. Pratiquement en survente, ça accumule pas, bon ça distribue pas non plus, mais ça accumule pas. Donc ceux qui veulent rentrer dessus, ils attendent encore plus bas a priori. Moi j'avais parlé éventuellement de me renforcer sur le niveau des 70 euros. Donc on y va, on y va. Est-ce que je vais me renforcer? On verra la config. Si je vois que ça fait une sorte de bottom sur le graphique, oui. Si je vois qu'on n'arrive pas que les 70 euros, le seuil psychologique des 70 euros, le prix rond des 70 euros tient en clôture, pourquoi pas?
Mais bon, voilà. Mon PRU, il est super. J'ai une trop petite position, donc c'est pour ça que je cherche à me renforcer sur Equasens. Mais voilà, j'ai bien confiance que mon PRU, il est super et je suis pas du tout sûr qu'on puisse y retourner à ces prix-là. Donc je vais prendre un risque en me renforçant et en faisant monter mon PRU, mais je sais pas encore à quel prix. Ok, potentiellement 70 euros, deux actions de plus, histoire d'en avoir 10, histoire de pas trop faire monter mon PRU. Ok. Donc j'ai dit les prix de toute façon, hein. En dessous de 75 pour moi c'est pas dégueu, en dessous de 70 c'est pas mal, en dessous de 60 c'est le top. En dessous de 70 c'est super, en dessous de 70 franchement c'est super, c'est une magnifique société. Euh, voilà, bon père de famille, géré par une famille, ils font de la croissance interne et de la croissance externe, ils ont des super marges. Pour moi, c'est une société à avoir en portefeuille et croissance. Métropole TV, alors on arrive sur mon quart des sociétés boulet. Donc je vous ai fait ma définition du boulet la semaine dernière, hein, elle était très poétique, j'espère que vous avez apprécié. Euh, Alors je vais pas toutes les mettre dans le même sac, donc on va aller faire une par une dans un premier temps. Métropole, elle a fait moins 1,50% sur la semaine, j'en suis à moins 3,30%. Métropole, pour moi, les prix intéressants, c'est en dessous de 12 euros. Pour l'instant, on est un peu haut, on est un peu cher pour moi. Je pense que ça va pas faire grand-chose, Métropole, jusqu'à la distribution du dividende, et qu'ensuite, il risque d'avoir des prix encore plus intéressants sur Métropole. Moi, c'était à 10 euros, je vous avais dit, bon, je pense que ça va rien faire, Métropole, pour les 5 prochaines années. Ils n'ont pas le droit de changer d'actionnaire principal, ils n'ont pas le droit de vendre Métropole à un nouvel actionnaire. Donc je pense qu'avant 5 ans, donc je pense que pour les 5 prochaines années, ça va rien faire. C'est ce que je vous disais quand c'était environ 10 euros. Donc on a vu que je m'étais grandement trompé, hein, ça avait pris 50% ensuite, ouais, 60%. Je disais quand même que c'était un super prix, hein. Si t'en avais pas à 10 euros, c'était un super prix qu'il fallait en prendre, hein, J'ai pas dit non plus qu'il fallait pas en prendre, hein. Mais voilà, moi clairement, j'avais pas vu cette énorme hausse. Donc après cette énorme hausse, moi je pense toujours que Métropole va rien faire pendant 5 ans. Moi, je l'ai toujours pensé, je le pense toujours, donc je m'attends à la choper plus bas. Voilà, j'ai dit en dessous de 12 pour moi. Dividende de 1 euro, donc c'est pas non plus top 14 euros. Bon, ça fait 6-7% de rendement. Ok, sinon ça latéralise total. Voilà, c'est que mon point de vue à moi sur le fait que ça va continuer à baisser, mais ça distribue pas. Voilà, et là, ça quand même, ça latéralise. Ça latéralise, et si on fait des plus bas que la mèche de vendredi, donc en dessous de 13,91, pour moi, c'est très mauvais signe. Si on va en dessous de 13,91, pour moi, c'est que j'avais raison sur mon scénario et que la baisse sur Métropole n'est pas finie. Ok. Xilam a fait moins 4,20% sur la semaine. J'en suis à moins 10% depuis que je l'ai acheté. Alors, Xilam, on en est où? Xilam, alors. Dernière fois que j'ai fait quelque chose sur Xilam, moi, je me suis renforcé le 3 mars. Je me suis renforcé à 28,40 en voyant mon support là à 28,20. Bon, le vrai support, il était à 28 euros, hein. Le prix rond, 28 euros. Je vous en avez parlé la semaine dernière et malgré tout, là, on va encore plus bas. On va plus bas que 28 euros. Hop. Donc on voit qu'on a passé les plus bas récents. On a fait des nouveaux des plus bas récents. Donc c'est embêtant pour moi, c'est embêtant. Prochain support, les 25 euros. 24,70, 25 euros. Donc à voir ce que ça donne. Excusez-moi, j'ai mes supports qui ont disparu. Ça arrive de temps en temps sur ProRealTime, je sais pas pourquoi. Ok. Donc on va le matérialiser. Pour moi, le prochain support, il est là. Donc à voir si on y va, à voir si on y va. Ces prix-là, c'est pas l'opportunité du siècle, mais c'est quand même des prix sympathiques. Voilà, Xilam a un peu déçu sur ses chiffres,
dans le sens où ils n'ont pas d'augmentation de bénéfices cette année. Il y a une stagnation. Moi, je le prends pas mal. On a vu dans leurs chiffres qu'en fait, ils investissaient dans leur outil de production et c'est pour ça ils avaient pas fait plus que les bénéfices n'étaient pas en croissance cette année. Donc, si nous on achète les small caps, c'est pour avoir de la croissance. Là, il n'y en a pas cette année, donc ça a déçu les investisseurs de nouveau. C'est quand même en grande tendance baissière hein, depuis 2018. Prochain support 25 euros. Voilà, moi j'ai commencé à acheter à 30 euros et potentiellement jusqu'à 25 euros, je renforce. Donc à voir. Ça peut toujours aller plus bas, hein. Personne ne peut savoir si ça peut pas aller plus bas encore. Donc il faut prendre son risque. Moi, je prends trop de risques. Moi, je prends clairement trop de risques. J'essaie de choper le point bas. C'est complètement con. Et il vaut mieux attendre que Xilam repasse en tendance haussière pour le choper dans une belle tendance. Avoir un stop court. Voilà. Donc là, moi, je joue un peu au con ces temps-ci en voulant acheter des sociétés en visant le point bas, hein. Donc, sachez-le. Je l'ai dit plusieurs fois. Je le redis. Corian a fait moins 0,40% sur la semaine, j'en suis à moins 2,23%. En graphique, on va voir que c'est quand même plus joli que Xilam. Voilà. Donc Corian aussi, très grande tendance baissière hein, depuis février 2020. Ah oui, février 2020, tiens. On s'est pas repris depuis le Covid. Ok, bon, j'avais pas suivi l'histoire. Ok. Ok, donc en grande tendance baissière, elle aussi, avec elle aussi, je joue au con en voulant essayer de choper le point bas. Je ferais bien mieux de la suivre et d'attendre que ça repasse enfin au-dessus de la moyenne mobile court terme pour pouvoir essayer de la choper dans une plus belle tendance ou le passage d'un niveau, hein, par exemple le passage du milieu de cette grande bougie là du mercredi 22 février. Voilà, au-dessus de 8,40, on est au-dessus de la milieu de cette grande bougie et la tendance serait beaucoup plus belle en essayant de rentrer au-dessus de 8,40 que maintenant. Donc maintenant, Corian, ça latéralise à plat. Je vais trouver un petit canal horizontal entre 7,17 et 7,65. Bon, pour l'instant, c'est à l'intérieur, donc il y a pas de direction claire. Par contre, ça accumule légèrement quand même. Bon, le RSI est très très faible et le volume également. Donc, donc moyen moyen, Corian, moyen moyen, hein. Mais bon, à ces prix-là, c'est value. Corian, à ces prix-là, c'est value. Comme pour les sociétés automobiles, je vous disais tout à l'heure, malheureusement, Corian peut rester value un bout de temps. Le secteur a été quand même grandement boudé par les investisseurs suite à la sortie du livre Les Fossoyeurs sur Orpea. Donc voilà, donc tout le secteur en prend un coup. Moi, j'estime que Corian, elle a baissé pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que c'est pas Corian qui a fait des bêtises, c'est un concurrent. Et que du coup, tout le secteur prend cher, même ceux qui n'ont rien à se reprocher, comme Corian, entreprise ou future entreprise à mission Corian. Donc je trouve ça très très bien. Une entreprise à mission dans ce secteur, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas les entreprises qui cherchent à faire du bénéfice à tout prix. Donc moi je suis rentré sur Corian pour ça, parce que c'est value et parce que je pense qu'elle est descendue pour de mauvaises raisons. Donc à suivre Corian, à suivre. Je vous ai dit les prix en haut et en bas. Tant que ça reste dans ce range, pour moi ça fait rien. Nekon moins 4,87% sur la semaine, j'en suis à moins 30% depuis que je l'ai acheté. Elle aussi, c'est une grosse connerie de ma part, hein. Quand je me suis allégé sur Big Ben et les autres c'était en grosse perte, je vous ai dit, bon, Nikon, c'est mon ego qui me fait rentrer, hein. J'ai bien vu que graphiquement, c'était très baissier. J'ai bien compris que Nikon baissait pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas fait leurs chiffres, leur publication n'était pas bonne. Ça fait au moins 3 ou 4 fois qu'ils nous déçoivent en 3 ans depuis qu'ils sont introduits. Ça commence à faire beaucoup. Donc, je pense pas que les investisseurs vont continuer à rentrer dessus sans avoir de nouveaux chiffres. Voilà, je pense qu'on va retourner voir les 2 euros, à voir ce que ça fait. Je pense qu'il y aura un petit rebond dans un premier temps, mais est-ce que le rebond va perdurer et on va repartir vers les 3 euros et plus?
Ou est-ce que ce sera juste un rebond technique et on va créer de nouveaux plus bas historiques? Bon, personne ne peut le savoir. En tout cas, statistiquement, les sociétés qui font des plus bas historiques ont plus de chances de faire des nouveaux plus bas historiques. Donc potentiellement, statistiquement, vu que Total a déjà fait la 2 plus bas historiques, pardon, je m'exprime mal. Jusqu'avant 2022, le plus bas historique c'était 3 euros. On a cassé ces plus bas historiques en faisant un nouveau à 2 euros environ. Donc statistiquement, pour moi, il y a plus de chances qu'on casse ces 2 euros pour aller voir plus bas que de rester au-dessus de 2. Voilà, tant qu'il n'y a pas les chiffres. Moi, je le prends comme ça, c'est mon scénario. Donc mes scénarios, je m'attends à ce qu'on aille en dessous de 2. Et pourtant, je reste dessus, je bouge pas. Ok. Donc moi, j'attends la sortie des news. Écoutez, voilà. J'espère ne pas la vendre au plus bas comme j'ai pu faire sur d'autres sociétés sur lesquelles j'étais en grosse tendance baissière, en grosse moins-value. Voilà, bon, c'est ma dernière jeu vidéo. J'en avais trois, deux, enfin, j'avais Nekon et Ubisoft, et trois si on prend en compte Big Ben, la société mère de Nekon. Ok. Donc je suis super long, je suis sûr que je suis super long. Bon, ok. Donc en tout cas, j'espère que je vous ai dit d'autres choses que je vous disais pas d'habitude. Voilà, pour pas me répéter chaque semaine, je pense avoir été clair et complet. Ouais, ok. Donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je vous rappelle qu'on fait partie d'un Discord avec Maxime. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur le Discord, on est de plus en plus nombreux, c'est sympathique. On partage nos idées, nos points de vue dans la bienveillance. Voilà, donc c'est gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Sur ce, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.